Les amis, j'espère que vous allez bien, tellement heureux de vous retrouver pour le 7e épisode de ma série On This Day, à savoir les matchs les plus marquants de l'histoire du FC Barcelone. Et comme d'habitude pour cet épisode, on va revivre un match légendaire, mythique, historique du Barça ou de Messi en l'occurrence pour les deux. Et ça fait un petit moment, c'est vrai, ça fait même très longtemps, depuis le mois de décembre dernier. C'était le 6e épisode et il était consacré au duel au mano à mano de l'époque entre Messi et CR7 en Liga 2014-2015. Et aujourd'hui on se retrouve pour un match qui a eu lieu non pas il y a 10 ans mais il y a 15 ans jour pour jour. Donc c'est parti, on va relancer la saison des épisodes qui reviennent et qui retracent sur les heures de gloire du Barça à l'époque, avec à chaque fois le même principe, à savoir des matchs qui se sont déroulés il y a 5, 10 ou 15 ans. Donc si vous comptez bien, 2020, 2015, 2010, bon 2020 on va pas se mentir, je pense qu'il n'y aura pas forcément de vidéos concluantes et de matchs super excitants à analyser. Par contre 2015, logiquement, vous imaginez bien qu'on va pouvoir se régaler cette année. Il y aura des matchs très sympas à analyser, je ne vous spoil rien, mais j'espère que ça vous plairait. Il y en a beaucoup en commentaire ou en message privé de personnes qui me demandent régulièrement: Charel, t'en es où avec ta mini-série? Ne vous inquiétez pas, je sais très bien qu'il y en a beaucoup de personnes qui attendent. Alors il faut savoir que ces vidéos-là me prennent beaucoup de temps à préparer. Deuxièmement, ce sont des vidéos qui sont ce que j'appelle à risque, puisque elles sont largement susceptibles d'être supprimées par YouTube à cause du copyright, les fameux droits d'auteur qui font que je prends des images, des petites séquences qui ne sont pas libres de droit, donc je prends le risque à chaque fois de me faire bannir, que ce soit ma vidéo et même pire, voire ma chaîne. Donc ça m'oblige à faire beaucoup de manipulations pour que au montage les vidéos soient autorisées par YouTube. Et troisième et dernièrement, c'est vrai que même si ce sont les vidéos qui me font le plus de plaisir à produire, et c'est malheureusement celles qui plaisent le moins en termes de vues. Si je les fais, c'est vraiment pour vous, pour le peuple, mais aussi pour moi, je vous l'avoue quand même. Mais parce que voilà, si tu fais un rapport entre l'investissement demandé et le rendement ensuite, ce sont les chiffres qui montrent que c'est un petit peu le grand écart entre les deux. Mais bon, en vrai, peu importe, parce que si je le fais, c'est aussi pour moi, pour vous parler de mes expériences, de mon vécu, de mes émotions à l'époque où j'ai vu ces matchs-là de mes yeux. Et en vrai, ça me fait tellement de bien de vous partager mes émotions de l'époque. Et rien que pour ça, évidemment, ça vaut le coup. Donc aujourd'hui, on va parler d'un match qui est juste légendaire. C'était évidemment impossible pour moi de boycotter, de négliger, d'oublier même ce match-là. C'était pour moi inconcevable, que dis-je, impossible de ne pas faire un épisode sur ce match qui a eu lieu du coup aujourd'hui, il y a 15 ans jour pour jour, le 6 avril 2010, au Camp Nou, en Ligue des Champions, lors du quart de finale retour entre le Barça et Arsenal. Oui, je sais, match vu, revu et encore revu, mais quand même, aujourd'hui, j'ai envie de parler de plusieurs choses. Non seulement du match, mais aussi tout ce qui a entouré la rencontre, que ce soit avant, pendant et après, avec des petites histoires, des petites anecdotes, des choses que je pense vous ne saviez même pas, et toutes les histoires, tout ce qui a été raconté bien après, des années ensuite, par toutes les personnes qui ont eu une influence pour ce match absolument mythique. Donc c'est parti pour l'épisode 7 de ma série On This Day pour reparler du 6 avril 2010, à savoir le jour où Lionel Messi a tutoyé la perfection. Eh ouais. Alors ce match de Messi, on l'a vu des dizaines et des centaines de fois, on en a entendu parler au moins pour les plus jeunes. C'est évidemment l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire du football en Ligue des Champions. C'est le premier quadruplé de l'histoire de la Ligue des Champions dans un match aller-retour. Depuis ça, évidemment, on en a vu d'autres, notamment par Messi lui-même en 2012 avec un quintuplé, par Lewandowski en 2013 face au Real Madrid. Mais celui-là, les amis, il a une saveur particulière dans l'histoire du football parce que c'est très rare de voir un joueur qui décide autant à lui tout seul de prendre un club quand même, un demi-finaliste l'année passée en LDC, de le prendre tout seul et de l'écarteler. Si on devait faire un top 5 des meilleurs matchs de la carrière de Messi au Barça, voire de sa carrière tout court, club et sélection confondue, je pense que ce Barcelone-Arsenal de 2010 ferait forcément partie d'un top 5, voire mieux, un top 3. Il y en a qui parlent de meilleures performances de sa carrière aussi. C'est chacun ses goûts. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est évidemment pour plusieurs choses. Évidemment pour parler du match en lui-même, les 4 buts de Messi, pour décrypter bien comme il faut la performance du lutin, rafraîchir bien comme il faut vos mémoires à vous tous
pour se rappeler à quel point le gap, la différence de niveau entre lui, Messi, un seul homme, et le reste des 21 autres acteurs sur le terrain était abyssal. Il y avait un gouffre, un véritable fossé entre lui et les autres ce jour-là. Et deuxième chose, la plus importante, c'est évidemment pour se rappeler du contexte, tout ce qui entourait la rencontre, en gros tout ce qui a rendu ce match iconique. Et vous savez à quel point moi j'aime ça quand il s'agit de faire du storytelling. Là en plus on parle d'une période de l'histoire du Barça qui est juste magique. On parle de la Pep Team, de l'ère dorée du Barça, des 4 meilleures années de l'histoire du club, mais on parle aussi de l'année 2009-2010, cette saison qui est quand même assez particulière. Et même si le Barça n'a pas réussi à remporter la LDC cette année-là, moi ça reste une de mes préférées. Pourquoi ? Parce que c'est l'année où on a vu exploser Messi dans ce rôle qui allait correspondre à son prime ultime, à savoir ce rôle de faux neuf. Alors comme tout le monde le sait, il avait commencé à jouer son tout premier match à ce poste-là un an plus tôt, du coup le 2 mai 2009, face au Real Madrid, victoire du Barça 6-2 au Bernabeu. Ensuite, il avait joué quelques matchs à ce poste-là, notamment la finale de LDC 2009 face à United. Mais ensuite, avec le départ de Eto'o et l'arrivée d'Ibrahimovic, il avait récupéré un poste d'ailier droit. Sauf que cette saison-là, Zlatan était très souvent blessé et commençait à perdre un petit peu de confiance, et surtout celle de Pep Guardiola. Donc, on avait un Messi qui jouait de plus en plus, en tout cas qui commençait à s'installer tout doucement à ce poste de faux neuf, ce qui nous a permis d'assister de nos propres yeux à l'éclosion, à l'avènement de la version de Messi en tant que faux neuf et du coup au vrai prime de chez prime de Messi. Et ce prime, je trouve que forcément, on le situe nous tous entre 2008 mais vraiment 2009 jusqu'à 2013, on va dire le printemps et le mois d'avril 2013, c'est vraiment le vrai prime de chez prime de Messi, même si 2015 il revient bien aussi. D'ailleurs, énormément de gens, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sa meilleure saison personnel vraiment de sa carrière, ça reste celle où il a réussi à atteindre le plus haut niveau en carrière, plus réussi à prendre le maximum de trophées, eh bien je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça correspond à la saison 2010-2011. Cela dit, pour moi, je pense qu'en termes de niveau pur et strictement, en termes de qualité intrinsèque, de niveau footballistique élevé par Messi, eh bien je pense qu'en 2009-2010, on a vu des matchs un peu plus violents, ou plutôt un nombre de rencontres un peu plus grand en 2009-2010 où on a vu un niveau pour ce que je qualifierais moi de prime le plus violent que j'ai vu de mes yeux au 21e siècle. Je n'ai jamais vu un joueur aussi violent qu'en 2009-2010. Et si je peux être encore plus précis, je situerais ça au printemps 2010, à savoir entre le mois de janvier, même si là en vrai c'est l'hiver, on va dire du coup hiver-printemps 2010, avec le mois de janvier, février, mars, avril, et le mois de mai jusqu'à cette désillusion face à l'Inter de Milan. Mais vraiment, tout ce qui s'est passé entre le mois de février et le mois d'avril, à savoir ses performances individuelles incroyables et mythiques face à Saragosse, Valence et donc Arsenal notamment, et ce sont des matchs qu'on revoit encore aujourd'hui, des images, des dribbles, des buts à l'appel à foison qui sont encore postés et repartagés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Absolument tout le monde se rappelle du match de Messi face à Saragosse. Eh bien moi honnêtement je n'ai jamais vu un joueur aussi violent que cette période-là. Peut-être parce que aussi en 2011 Messi était moins esselé. Le Barça avait clairement une meilleure équipe en 2010-2011, on se rappelle de la venue de David Villa. Pareil pour Mascherano qui était arrivé aussi, et du coup par la force des choses, Messi il était obligé de faire plus de différence tout seul. Et donc visuellement, nous en tant que téléspectateurs, on voyait un joueur qui faisait encore plus de choses et plus de différences individuelles. C'est pour ça que ça a fait des matchs qui sont juste incroyables à voir, comme face au Real Madrid, Saragosse et évidemment le match du jour contre Arsenal. Alors attention, ça reste le collectif de Pep Guardiola. Et donc du coup, si je parle de ce match retour, pour moi c'était impossible, inconcevable de parler du match retour sans reparler du match aller. Parce que tout le monde s'en rappelle évidemment. 4 buts de Messi, forcément c'est ça et rien que ça l'événement historique. Par contre, s'il y a parmi vous des personnes qui ont assisté au match aller à l'Emirates Stadium entre Arsenal et le Barça en 2010, sachez que vous êtes des privilégiés, des chanceux qui ont assisté à, je pense selon moi en tout cas, l'une des meilleures performances collectives du Barça de Pep Guardiola. Peut-être même la meilleure, je pense, oui, clairement, la meilleure sans avoir réussi à marquer un but.
ce qui est complètement paradoxal. Parce que forcément, quand on pense à performance collective XXL du Barça de Pep, on pense à Classico 2010, le 5-0, la Manita, au Camp Nou. Mais par contre, s'il y a bien un match où le Barça a été au moins aussi violent dans le jeu, ce serait justement lors de ce quart de finale aller en 2010. On est quelques semaines avant ce match retour et le Barça se déplace. Pour ce qui se finira par un match nul 2-2, alors que le Barça menait 2-0 à l'heure de jeu, un doublé de monsieur Zlatan Ibrahimovic dès le début de la seconde mi-temps. Par contre, la première mi-temps, les amis, je vous invite à aller la revoir, les résumés, les highlights sur YouTube et autres réseaux sociaux. C'est simple, je n'ai jamais vu de ma vie le Barça jouer de cette façon-là en Ligue des Champions. Jamais. Il y a eu des matchs intéressants, comme par exemple un match FC Barcelone-Bayern Munich au Camp Nou en 2009, où le Barça était aussi violent, c'est vrai, mais je mettrai quand même devant en termes de jeu, parce que évidemment le Barça n'a pas marqué de but, le Barça est arrivé à la mi-temps à 0-0, a fait preuve d'un énorme manque d'efficacité devant le but, ça compte aussi, donc tu pourrais dire que dans le jeu t'as été brillant, mais bon, devant le but, t'as pas été brillant, donc ça pourrait aussi faire baisser la note, c'est vrai, mais les amis, je n'ai jamais vu le Barça jouer comme ça pendant un court instant, une demi-heure précisément, où le Barça a vraiment tutoyé la perfection collective. C'est comme ça justement qu'était qualifiée la performance des Blaugrana par le site Eurosport de mémoire. Tutoyer la perfection collective. Oui, mais le Barça du coup a mené 2-0 et s'est fait rattraper de partout en fin de rencontre. Les Gunners ont emballé le match. Ils ont fait une deuxième mi-temps de port. Le but d'Arshavin, le rush de Théo Walcott, le penalty de Fabregas sur une faute de Puyol. Honnêtement, Arsenal aurait même pu remporter la rencontre, arracher une victoire en fin de match. Un carton rouge pour Puyol qui sera suspendu pour le match retour. Donc malgré tout, on a un Barça qui sort frustré parce qu'il a été largement au-dessus d'Arsenal en termes de football produit, mais qui peut s'estimer heureux du fait que tu as fini à 10 et tu aurais pu aussi perdre la rencontre. Mais malgré tout, on sent un Barça frustré. Parce que s'il y avait eu 4-0 à la mi-temps, ça aurait pas été un scandale, ça aurait été juste logique. Sauf qu'une semaine après, le Barça est de retour au Camp Nou. Pour ce match-là, Fabregas est blessé, donc absent, ça va compter. Et côté Barça, Zlatan Ibrahimovic, qui avait marqué un doublé au match aller, est lui aussi blessé et sera absent pour ce match-là. On en reparlera justement parce qu'il y a une anecdote assez sympa lui concernant. Et on a aussi Andrés Iniesta qui est non pas blessé, il est convalescent, donc il est sur le banc, il revient de blessure progressivement. On se rappelle justement que 2010, c'est l'année où il a été le plus pourri par les blessures. Donc toutes les personnes qui encore aujourd'hui parlent de Ballon d'Or 2010 pour Iniesta, un petit rappel vous fait du bien. On a un 4-3-3, le 4-3-3 habituel de Guardiola, où on a du coup Messi en faux neuf, accompagné de Boyan. Rappelez-vous de Boyan, je pense que c'est sa meilleure saison, en tout cas la saison où il a le plus joué, Boyan, clairement. Il était quand même en confiance, il a marqué des buts importants, dont un refusé, on s'en rappelle en LDC. La première saison de Pedro en tant que titulaire au FC Barcelone, hyper important cette saison pour Pedro, qui va s'installer définitivement, puisque Samuel Eto'o est parti et que Thierry Henry, en vrai, Pedro, il a vraiment pris la place de Thierry Henry. Tactiquement parlant, c'est ça, il a pris sa place. D'ailleurs, pour ce match, ça avait vraiment fait jaser auprès de la presse que Henry, face à son ancien club, ne joue même pas. Au match aller, il avait joué seulement en fin de rencontre. Il avait remplacé Ibrahimovic, je crois, pour 10-15 minutes maximum. Là, au retour, toujours pareil, il est sur le banc. Mais en vrai, il avait plus le niveau. En soi, on était vraiment sur la fin de la fin du séjour de Thierry Henry au Barça. Il joue presque plus, il était remplaçant et ça lui a aussi coûté sa place en équipe de France. Ensuite, au milieu de terrain, on a un Iniesta qui est encore une fois sur le banc, convalescent, qui revient de blessure. On a un Busquets, et là c'est important de le dire que là ça y est, on est arrivé à un moment dans l'année 2010 où Yaya Touré n'est plus titulaire du tout. Il est sur le banc, il ne joue pratiquement plus, sauf les matchs où parfois il fallait faire opposer Busquets. Mais sinon ça y est, Yaya Touré à ce moment-là a perdu sa place de titulaire. Et pour finir enfin au milieu de terrain, on a Xavi Hernandez qui est là à ce moment précis de sa carrière, je pense le meilleur Xavi de l'histoire de sa carrière en fait. Le prime ultime de sa carrière pour moi c'est là, 2010 en fait. 2009 aussi, c'est pratiquement pareil, 2009 aussi, on se rappelle son classico 4 passes D et tout. Mais 2010, il y a un match de Xavi dont on reparlera dans quelques jours, je ne vous spoile rien, mais ce mec-là, à ce moment-là, 2010, c'est vraiment le seul joueur avec Messi qui porte le Barça, vraiment, avec Alves aussi, Pedro, et une défense composée de Marquez et Milito. Ça aura une importance colossale,
On verra du coup ça pendant la rencontre. Et Abidal côté gauche, Victor Valdés dans les buts. Et côté Arsenal, du coup, on a cette espèce de 4-2-3-1, même si dans les faits c'était quand même un 4-4-2, on va dire un peu à l'anglaise, avec Walcott qui faisait office d'ailier droit, mais aussi de second attaquant derrière Monsieur Bentner, dont on reparlera évidemment, puisqu'il marque ce but-là. Côté gauche, Rosicky qui était un petit peu en fin de carrière. Sur le banc, il y avait Arshavin qui, je pense, était un peu meilleur à ce moment-là. En numéro 10, Nasri, incroyable cette saison. Et lui aussi avait parlé à propos du match aller, un peu moins du match retour. Et au milieu de terrain aussi, on avait le Abou Dhabi Prime, la meilleure saison, je pense, d'Abou Dhabi, sa carrière qui a été gâchée par les blessures. Mais quel joueur, presque aussi doué que Yaya Touré. Et en défense, les mecs qui vont souffrir. Les mecs qui vont se faire rafaler, Michael Sylvestre, Thomas Vermaelen, Gaël Clichy et Bakary Sagna. Il n'y a pas un seul des quatre qui va pas se manger une rafale ou une image marquante, un dribble, quelque chose par Messi lors de ce match-là. Et donc le match commence pour le Barça face à Arsenal avec un petit peu comme au match aller, mais quand même moins violent qu'au match aller, une domination du Barça, même beaucoup moins violent, même si ça reste quand même une emprise, une maîtrise avec beaucoup d'occasions. Et là, tu es quand même à 2 partout avec le match aller, à 0-0 au début de match. Tu veux marquer ce premier but-là, si tu marques un but, du coup, tu es virtuellement qualifié. Sauf que, c'est là en fait où je veux en venir, c'est que le paradoxe, le plus gros paradoxe de ce match-là, c'est que le Barça a été beaucoup moins bon qu'au match aller. La performance collective, du coup, la plus incroyable du Barça a eu lieu au match aller. Mais au retour, c'est que l'individualité appelée Lionel Messi va être plus forte que le collectif du match aller et du match retour. Je ne sais pas si vous me comprenez un petit peu. Là, je répète que l'individualité qu'est Messi va être plus forte que le collectif du Barça sur l'intégralité des deux rencontres. T'as été brillant au match aller, vraiment. Mais t'as pas réussi à gagner à Londres. T'as été brillant en début de rencontre quand même, un peu moins certes, mais quand même assez fort en début de match, retour aussi au Camp Nou. Mais tu vas quand même trouver le moyen de te manger ce but de Niklas Bentner qui arrive très tôt finalement, avant la 20e minute. Et du coup, à ce moment-là, le Barça est donc virtuellement éliminé après avoir été brillant collectivement pendant plus de 110 minutes de jeu en fait. T'as été brillant collectivement et tu es mené au score. Tu es éliminé, finito, si ça reste comme ça à 0-1, tu es du coup à la porte. Et donc but de Niklas Bentner sur une erreur en plus, une remise assez malheureuse de Gabriel Milito qui du coup permet à Arsenal de marquer. Et honnêtement, ça a duré quelques secondes parce que Messi marque juste après, il égalise. Mais tu as senti à ce moment-là une espèce de stupeur dans le stade. On sentait même que les joueurs étaient un petit peu abasourdis. Et c'est logique, après avoir autant dominé Arsenal, il y avait vraiment une galaxie d'écart de niveau de jeu. Et bien là, on a des Gunners qui sont pour la première fois virtuellement qualifiés. Donc forcément, ce qui est logique, le Barça s'est mangé un gros coup sur la tête avec ce but du 0-1. Et ça a donné la première anecdote dont on va parler dans cet épisode-là, à savoir le récit, l'histoire qui a été racontée par Diego Milito. Vous connaissez un petit peu l'attaquant de l'Inter, l'ex-attaquant de l'Inter Milan, joueur argentin incroyable qui a remporté la C1 justement cette année-là en 2010, qui est le frère de Gabriel Milito, défenseur du Barça à l'époque, qui a fait l'erreur sur le premier but. Et Diego Milito a récemment, fin 2023, raconté une anecdote sur le but encaissé par le Barça à ce moment-là et les conséquences que ce but a eu sur le reste du match, à savoir que Messi a eu une petite conversation avec Gabriel Milito après ce but malheureux encaissé. Messi est parti voir Gabriel Milito et ils se sont parlé pour se dire ceci. Je ne veux pas vous spoiler, je vous laisse voir la vidéo, je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent, mais quand même, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui s'est dit. Quarti di finale, noi giocavamo a Mosca, abbiamo vinto a Mosca e abbiamo raggiunto la semifinale. A Mosca per l'orario abbiamo giocato prima, il Barcellona giocava dopo con l'Arsenal. Avevano pareggiato 2-2 a Londra e giocavamo il ritorno a Barcellona. A un certo punto viene Gigi Crippa, ricordo, a dirnos che vinceva l'Arsenal in quel momento, al Camp Nou 1-0, e giocava mio fratello titolare e il gol è un controllo un po' lungo di mio fratello, contropiede, gol dell'Arsenal. Allora lui era morto, mio fratello, e si avvicina a Leo Messi e le dice tranquillo Gavi che adesso ti faccio 3 gol. Ragazzi, è verità. Ha fatto 4. Sentite? Ha fatto 4 quel giorno. A un certo punto vincevamo 3-1 credo, ma ancora la partita era un po' aperta
e mio fratello è in un fallo, va e le dice Leo dai chiude la partita, vuoi che faccia un altro? Adesso te li faccio. È andato e ha fatto 4 gol. On est à la 19e minute les amis, le Barça est mené 1-0, but de Monsieur Bentner. Et là du coup Messi active le mode je décide tout seul. Je sais pas si dans sa carrière il a déjà fait ça de manière aussi violente, à savoir je prends les choses en main tout seul, je décide et j'y vais, je porte l'équipe sur mes épaules et je vais marquer, peu importe si je dribble ou pas, je vais aller marquer, comme il l'a dit apparemment à Milito. Je pense pas qu'il y a eu un match aussi violent que ça pour lui dans sa carrière, mais en tout cas ça montre qu'à l'époque, il avait une mentalité et une confiance en lui qu'il habitait, que je pense s'est prolongé jusqu'à 2012-2013 à peu près. Parce que ce but-là, le premier de Messi, forcément, il est juste incroyable. Il est magnifique dans la lucarne. Tu vois le 1-2 avec Sylvestre, involontaire évidemment. Puis cette frappe, limpide dans la pleine lucarne d'Almunia. Tu sens que ça, c'est la frappe d'un joueur qui ne réfléchit absolument pas une seule seconde. Pas un dixième de seconde, il se pose une question. C'est juste un joueur, à savoir un génie, qui joue en pilotage automatique. C'est clairement pour moi le tournant de ce match-là parce que Arsenal, ils ont même pas eu le temps de savourer le fait d'être provisoirement qualifiés. Ils se mangent un coup sur la tête qui réduisent un petit peu leur effort à 0. De l'autre côté, le Barça, on a un Messi qui prend confiance, qui là commence tout simplement son show, et que le Barça est provisoirement de nouveau qualifié. Maintenant, à part tout, l'intérêt du match, c'est évidemment que si le Barça met le but du 2-1, et ça y est, normalement, t'auras mis un coup de massue sur la tête des Gunners, ce qui sera du coup normalement définitif. Il arrive pas juste après, il arrive un quart d'heure plus tard, ce qui est long à l'échelle du match, puisque le Barça pousse, mais quand il arrive, ça va être un espèce de raz-de-marée. Tellement caractéristique de ce qu'est Messi, ce qu'il a été tout au long de sa carrière, à savoir un but où il est à la fois à l'origine et à la fin, à la conclusion de l'action. C'est un but qui part de lui et qui montre que même quand on parle d'une action où il a juste, entre guillemets, à finir le gardien, avant ça, il était quand même à l'origine, à l'initiative de l'action. Ça, je pense que tous les fans de Messi le savent, qu'il a marqué une bonne centaine de buts comme ça en étant à la fois à l'origine et à la conclusion. Mais c'est un petit peu sous-coté, on en parle mais on ne valorise pas assez la chose. On s'est toujours demandé comment il faisait pour le faire autant. C'est pas quelque chose qu'il a forcément appris à la Masia, c'est un truc qui vient de lui. Comment fait-il pour être à chaque fois à la retombée pile dans la zone où il faut pour recevoir le ballon, pour guider un petit peu ses coéquipiers, à dicter la zone où il doit recevoir le ballon pour que ça fasse but. En gros, je fais la passe et ensuite j'attaque la zone, je fonce dans la surface de réparation et la magie intervient ensuite avec ce contrôle. Déjà la passe de Pedro, elle est parfaite, la déviation, là on voit la finesse technique du joueur, à savoir dans la bonne zone, à la bonne vitesse, pas trop fort, et sur le pied gauche de Messi qui peut ensuite faire la petite touche de balle pour s'ouvrir le chemin des buts. C'est pas un crochet mais c'est une petite touche de balle qui permet aussi d'avoir de l'angle et frapper ensuite du pied droit pour tromper Almunia. Sur ce plan que j'ai réussi à dénicher, vidéo qui a été prise depuis les tribunes du Camp Nou, on voit bien à quel point tout est parfaitement dosé, que ce soit la passe de Pedro sous-côté encore une fois, comme le crochet de Messi et la frappe du pied droit. Ça fait 2-1, une célébration qui est mythique avec ce Messi qui vient s'asseoir. Ça c'est une image forte, vraiment. On a tous vu des milliards de fois Messi qui vient au poteau de corner s'asseoir devant les photographes avec les joueurs du Barça qui viennent ensuite le féliciter. Alves, Boyan et les autres, ça fait déjà 2-1 à ce moment-là. Le plus dur est fait, oui, mais juste avant la mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Le troisième but. Et celui-là, par contre, à l'époque, je pensais pas que le Barça allait le chercher avant la mi-temps, mais ce qui me choque le plus, c'est de voir la défense complètement découverte d'Arsenal. Pour moi, c'est une preuve qu'ils voulaient faire le maximum pour égaliser avant la pause. L'action ne part de rien, juste on a Seydou Keita qui vient mettre une tête, un coup de boule à la Dominique Toretto, Fast and Furious. Un coup de tête hyper forte, coup de boule à la Basile Boli. C'est un petit peu sous-côté, parce que pour moi, c'est une vraie passe décisive, ça. C'est une vraie passe D dans l'espace qui permet du coup de trouver l'espace parfait en profondeur très vite. Tu trouves la zone parfaite très très vite et d'éliminer la dernière ligne défensive des Gunners pour servir Messi. Et en plus, tu le lances face à face avec le gardien. Donc c'est vraiment une passe décisive assez sous-côté. On n'a pas assez loué les performances de Seydou Keita à l'époque. Et du coup, ça finit évidemment par ce piqué légendaire de Messi sur Monsieur Almunia. Bon, un de ses plus beaux piqués, je pense, de sa carrière à Messi, les plus célèbres
avec celui face au Bayern Munich en 2015 avec Neuer et Boateng juste avant. On le sait que c'est évidemment sa signature, hein, les piqués à Messi, on en a fait des centaines et des centaines, mais là, celui-là, on sent évidemment qu'il a le temps, le toucher, il fixe bien le gardien, il attend que le gardien Almunia soit planté sur ses appuis, se baisse un petit peu et il n'a plus qu'à l'ajuster avec un piqué et le toucher qui va avec. 3-1 pour le Barça, il a réussi à mettre un triplé en seulement 21 minutes, entre la 21e minute et la 42e. 3-1 pour le Barça, triplé de Messi, pour ce qui était à l'époque le 7e but du joueur argentin en LDC lors de cette saison-là. 7e but en 9 matchs. Donc 3 à la mi-temps. On souffle tous à l'époque. Hein. Le Barça mène au score à 2 buts d'avance. Mais quand même à l'époque, moi, j'avais un petit peu peur d'un énième retour des Gunners qui pouvaient revenir à 3 partout et être du coup dans la peau déqualifiés provisoirement, puisqu'à l'époque, il y avait encore cette règle du but à l'extérieur. Donc on voulait quand même que le Barça se mette définitivement à l'abri, marque ce 4e but qui te donnait 3 buts d'avance, sauf que ce n'était pas le cas. Le Barça a quand même manqué des occasions, notamment par Pedro qui a manqué un lob. Et j'en parle parce que plus le match avançait, et vraiment, plus on avait l'impression que si jamais le Barça pouvait marquer un autre but, un 4e, voire un 5e but, le 4e va arriver, donc je parle de 5e ou 6e but. Et si jamais le Barça avait dû gagner la rencontre 8-1, on avait vraiment l'impression que les 8 buts auraient été marqués par Lionel Messi et personne d'autre, comme s'il n'y avait que lui qui pouvait marquer. Non pas parce que les autres étaient mauvais ou pas en réussite, hein, c'est juste parce que lui, je sais pas, il y a des matchs où tu sens qu'il n'y a qu'un joueur, en l'occurrence Messi, qui peut marquer. Tellement il planait sur la rencontre et l'écart, comme je disais tout à l'heure, entre lui et les 21 autres joueurs sur le terrain était abyssal. Et on va encore plus penser, avoir peur du coup d'un retour d'Arsenal au moment où Lord Bentner va toucher le poteau sur une tête qui aurait pu faire très mal au Barça, puisque s'il y avait eu 3-2 avec un quart d'heure de jeu encore à jouer, et bah ça te laissait le temps de douter, sauf que non. Poteau pour Arsenal et le Barça qui continue de mener au score jusqu'aux 5 dernières minutes où Messi va rallumer un petit peu la lumière, il va rappuyer sur le bouton en mode je décide d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur, d'élever le niveau quand je veux. Peut-être que c'est justement à ce moment-là qu'il a dû parler à Milito pour lui promettre de marquer un 4e but. D'abord, on a cette action-là incroyable où on le voit dribbler mais partir tout seul, hein, pour aller, pourquoi pas, punir la défense d'Arsenal tout seul. Ça va se finir par une action manquée d'abord. Bon retour de la défense d'Arsenal. Et ensuite, pour finir, ce 4e but qui arrive à la 90e minute. Bon là, il n'y a plus d'espoir pour Arsenal puisqu'il n'y a plus beaucoup de temps. Mais Messi qui va les marquer vraiment tout seul. Et on sent qu'ils sont vraiment dépités, qu'ils essaient de faire le maximum avec leurs bras physiquement en taclant pour l'arrêter. Ils n'y arrivent pas. C'est, je pense, le plus gros symbole d'impuissance, ce but-là. Le 4e, hein, c'est vraiment là que tu vois que tu as un joueur qui est en train de faire de la défense d'Arsenal sa chose. Bon, la passe est très belle, hein. La passe qu'il reçoit en profondeur, elle est magnifique. Mais ensuite, on le voit, il a quand même le temps de se retourner, voir autour de lui, qu'est-ce qui se passe, je vais dans quelle zone, je frappe où, je frappe une première fois, elle est arrêtée, je contrôle, je regarde le gardien, je le fixe, je vois qu'il y a un espace entre ses jambes et je frappe fort à ce niveau-là pour marquer le 4e but du Barça. C'est n'importe quoi. Quand je revois les images, j'ai des goosebumps, des frissons. Et d'ailleurs, on a eu des mots de monsieur Arsène Wenger en fin de rencontre qui a commenté justement ce 4e but-là en disant que c'était vraiment du n'importe quoi, en disant que c'était un joueur de PlayStation, que son 4e but était vraiment incroyable, que ça n'existait pas dans le football ça, et qu'il fallait juste admirer. Et c'est à ce moment-là justement que Wenger a commencé à parler de Messi dans le potentiel débat du meilleur joueur de tous les temps. C'est à ce moment-là précis. En 2010, à 22 ans et demi, il n'avait pas encore 23 ans, et Wenger avait commencé à en parler. À l'époque, nous, on n'était pas forcément surpris qu'il en parle, mais avec du recul, les années ont passé, et on s'est tous rappelé des mots qu'il avait eu à l'époque, en 2010, qui était très tôt pour un joueur de 22 ans. Et avec du recul aujourd'hui, et bah honnêtement, Wenger visionnaire, c'est pas n'importe qui. Il avait déjà vu l'après, la suite pour sa carrière. Nous, forcément, nous on savourait l'instant présent. On était subjugués, choqués devant la performance individuelle et ce à quoi on venait d'assister. Je me rappelle très bien que j'étais juste choqué. Et je me disais que non seulement il avait été plus fort que le collectif du Barça au match aller, mais que même si tu refaisais le match, 2 ou 3 jours plus tard, bah il y a moyen que le mec te mette 5 ou 6 buts en fait, au lieu de 4.
parce que cette période de printemps 2010, il était vraiment à un niveau où il marchait sur l'eau, sur le terrain, il se baladait comme pas possible avec ses cheveux longs là comme ça et ses crampons Adidas blancs assez mignons aussi. En plus ce poste de faux neuf qui lui permettait d'être complètement libre en fait, c'est un électron libre, donc on le voyait partout sur le terrain, il se baladait, il s'amusait, on sentait vraiment un joueur qui venait s'amuser parce qu'en plus un an plus tôt, il avait tous les trophées, le Barça avait remporté tous les trophées, donc il était non seulement Ballon d'Or en titre depuis maintenant quelques mois, meilleur joueur du monde incontestablement. Je pense que 2010, pour moi, c'est clairement l'année où la différence, l'écart entre CR7 et Messi a été le plus grand pendant leur prime. Forcément, ça vient du fait que CR7 venait d'arriver au Real Madrid, donc tu as forcément besoin d'avoir un petit temps d'adaptation. Tu as aussi le fait que le Real Madrid n'était pas forcément aussi le Real qu'on a connu ensuite, avec une équipe qui s'est beaucoup renforcée en 2010 avec Mourinho et des joueurs qui sont arrivés, ce qui explique justement pourquoi Ronaldo a été seulement 6e au Ballon d'Or en 2010, alors que Messi était tellement fort, tellement au-dessus du reste de la planète, comme jamais je pense il l'a été en 2010, parce que 2011 et tout, que ce soit les CR7, Iniesta, Xavi, ont quand même été plus proches de Messi. En gros, ils ont rattrapé un petit peu leur retard, surtout pour CR7 qui lui a progressé au Real notamment. Mais en 2010, il était tellement fort que son Ballon d'Or, pour moi, en sachant en plus que les scrutins ont changé pile cette année-là, il a quand même marqué 35 buts en Liga cette saison-là, Messi, ce qui est encore plus que l'année suivante en 2010-2011 qui est vue comme sa meilleure saison. Ça aussi personne ne le dit, mais c'est important pour toutes les personnes qui aiment les stats. En parlant de chiffres, tout le monde sait que ce match-là justement c'est la première fois dans l'histoire du journal L'Équipe, journal légendaire évidemment, qu'un joueur se voit attribuer la note de 10 sur 10 pour un match de LDC avec un quadruplé. C'était la toute première fois de l'histoire du journal. Quand même, il y en a eu ensuite, on se rappelle de Tadic notamment en 2019. Et si je parle de statistiques, à part ces 4 buts-là, comme chiffre notable que je suis parti chercher sur SofaScore, on a quand même 77 ballons touchés, ce qui est normal pour Messi, mais seulement 9 pertes de balles. Pour un joueur qui prend autant de risques que lui, vous le connaissez très bien, dans ses dribbles, dans ses passes tentées, c'est vraiment très très peu pour lui. Donc il a pratiquement tout réussi. 7 dribbles tentés, 5 réussis, 8 tirs tentés et 4 buts marqués. Et surtout, une hitmap incroyable. Regardez un petit peu, il était vraiment en lévitation, il était partout sur le terrain. On le voit à droite, comme à gauche, comme dans l'axe. Le vrai joueur total qu'il pense être, Lionel Messi. Et donc, pour finir, les 2 anecdotes les plus intéressantes, c'est évidemment celle de l'épisode qui conclut le dialogue entre Milito et Messi. On les voit parler après la rencontre, donc je pense vraiment que l'anecdote qui a été dévoilée par Diego Milito, le grand frère, elle est réelle. On les voit parler après la rencontre. On voit Milito qui vient passer son bras autour de Messi, son épaule. Je pense que là, il lui dit merci poto, tu m'as sauvé la vie. Donc ça me paraît vrai. Pas un discours d'acteur. Pareil pour Thierry Henry qui en avait parlé récemment en disant que lui, à l'époque, il avait titillé Messi sur le fait qu'il n'avait jamais marqué avant ce match-là face à un club anglais. Et c'est vrai, à l'époque, c'était un truc que toute la presse, les médias, tout le monde répétait comme quoi Messi marque face à tous les clubs du monde, sauf les clubs anglais. Bizarre. Mais je pense qu'on peut tous avouer que l'histoire la plus légendaire, l'anecdote la plus kiffante, c'est évidemment celle de Zlatan Ibrahimovic au sujet de Messi et de ce quadruplé-là. Alors celle-là, honnêtement, au début, moi, quand je l'ai connue, je pensais que c'était un petit peu du mytho, que c'était encore une histoire enjolivée, un storytelling de la part de Zlatan pour faire un petit peu parler de lui. Mais après, quand tu vois les photos, la vidéo, le dialogue et tout, tu te dis que c'est pas forcément faux. Là, on voit Messi qui effectivement serre la main de Zlatan avec le ballon, le fameux ballon qu'il a gardé, qu'il a voulu ramener ensuite à la fin du match dans les vestiaires, de points ouvrés les guillemets, en 2010, avant le match retour de LDC. Face à Arsenal, j'ai subi une blessure à la jambe droite et j'ai dû déclarer forfait pour le match retour après le 2-2 à l'aller où j'avais marqué 2 buts à l'extérieur pour le Barça. Avant le match retour, je suis parti voir Messi et je lui ai dit « Écoute petit, écoute petit, aujourd'hui je ne jouerai pas, donc c'est à ton tour de porter l'équipe. Je t'ai donné 2 buts précieux, à toi de finir le travail. » Dans ce match, Messi a été monstrueux, il en a marqué 4 et a réalisé l'une des plus grandes performances individuelles jamais vues. Après le match, je suis parti dans le vestiaire et je lui ai dit félicitations
aujourd'hui tu as été meilleur que Zlatan. Et en vrai, c'était pas seulement que ce jour-là, c'était toute la saison qu'il avait été largement, notamment face à Saragosse, on s'en rappelle tous, plus fort que monsieur Zlatan Ibrahimovic, et encore plus en LDC, parce qu'on va pas se mentir, hein, je pense que à part ce match face à Arsenal, c'est vrai, où il a été relativement bon, il a marqué un doublé, il a été décisif, et il a porté le Barça, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose pour Zlatan en Ligue des Champions, encore plus avec le Barça. Et pour finir, bon là c'est pas une histoire, une anecdote, mais c'est plus la vidéo qui a tourné, qui a été dévoilée il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez encore aujourd'hui la retrouver sur la chaîne YouTube de Football Puro. C'est évidemment la rencontre entre Roberto Baggio, Ballon d'Or 93, et ancien coéquipier de Pep Guardiola en Italie quand Pep est parti du Barça, qui est venu du coup dans les vestiaires du club du FC Barcelone après la rencontre. Après ce match-là, on a Messi qui a été présenté par Guardiola à son Altesse Roberto Baggio. C'est une séquence qui est très très forte, hein. Honnêtement, allez tous la voir pour ceux qui ne l'ont jamais vue. On sent vraiment le poids de l'histoire, le respect mutuel entre Messi d'un côté qui est tout jeune, hein, qui est tout petit mais qui dégage déjà cette espèce d'aura de puissance footballistique, et le passé avec une figure quand même, c'est pas n'importe qui, hein, Roberto Baggio évidemment. Là on parle du meilleur joueur italien de l'histoire du football selon moi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est évidemment les mots échangés entre Guardiola et Baggio. On a un Guardiola qui parle avant tout des qualités mentales de Messi, comme quoi c'est un tueur, un compétiteur. Évidemment que techniquement on le voit, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre que Messi est un phénomène, mais mentalement c'est les mots qui m'ont marqué d'un coach Guardiola qui a compris que son joueur là, son joyeux, autant il est fort techniquement, autant sur le terrain c'est un crack, mais mentalement, à quel point il porte l'équipe, à quel point il est capable de se transcender dans les grands rendez-vous, à quel point mentalement il est désinhibé de la pression. Et cette confiance en lui, Messi va la conserver très longtemps, j'en ai parlé, il va la garder, je pense, jusqu'à ses premiers échecs et blessures qui vont un petit peu stopper et commencer à lui imposer à réfléchir. Et quand vous commencez à réfléchir pour retrouver l'état de grâce que vous aviez avant, et ben c'est un peu plus compliqué. Mais à ce moment-là, en 2010, 2011, 2012, à cette période-là, on n'avait pas ça. On avait un Messi qui était forcément en lévitation, qui jouait le football de sa vie et qui tous les 3 jours, sans exception, 2 fois par semaine, jouait son meilleur niveau. Je n'ai jamais vu un jour aussi régulier que ça. Je pense que ça n'existe pas. Même Maradona à l'époque, on sait qu'il n'était pas forcément régulier. CR7 a été quand même assez régulier, mais pas autant que Messi. Messi de 2008 à 2013, pour moi, c'est du jamais vu. C'est le prime le plus violent de l'histoire du football, tout simplement. Donc voilà les amis pour cette vidéo qui m'a fait du bien, qui m'a fait plaisir de la faire. Assez long finalement cet épisode-là, mais quel plaisir de le faire et de reparler de ce match légendaire, cette performance all-time en fait. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, hein. Je compte sur vous pour me partager un petit peu vos émotions, pour ceux qui ont vu la rencontre à l'époque en direct, les plus chanceux, les plus privilégiés comme moi. Faites-moi kiffer, rappelez-moi des souvenirs, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous, les émotions que vous avez encore aujourd'hui en revoyant ces images-là. Je lirai ça avec grand plaisir. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite pour un prochain épisode, le 8e, qui pourrait arriver bien plus vite que prévu. Voilà les frères, bonne journée à tous. Ciao.